Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese. Avant de commencer, on précise, on n'est que deux, voilà, parce que le film dure 3 semaines et Thomas est encore en train de le regarder, donc on fera cette critique à deux. Pour résumer 3 heures de film de The Irishman, donc l'histoire ça part de Frank Sheeran qui est joué par De Niro, qui joue en fait un mec tout à fait normal qui un jour devient homme de main, voilà, pour la mafia. C'est à New York, je crois que ça se passe la plupart du temps. Il rencontre des gens, notamment Jimmy Hoffa, qui est un syndicaliste. Et il se passe des trucs, un mélange entre politique et mafia qui va détruire la vie de tous ces personnages. Et ça va être très sanglant. Au casting, on a un peu tous les papis du cinéma, toutes les têtes d'affiche du cinéma de mafia. On en a quand même 4 parmi le top 10 des meilleurs acteurs de l'histoire, c'est quand même fou, quoi. Donc on l'a dit tout à l'heure, Robert De Niro, voilà, rien que ça, c'est déjà fou. Al Pacino qui joue Jimmy Hoffa. Ouais, on a Harvey Keitel, Joe Pesci, voilà. On n'a même pas besoin de les présenter, c'est dingue. Mais ce qui est ouf aussi, c'est que c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois que De Niro a joué avec un de ces 3 mecs-là, c'est devenu un de mes films préférés. Hein. Que ce soit Casino, Heat, ou alors même Le Parrain 2 du coup, ou Taxi Driver. C'est des bêtes d'acteurs, voilà, des légendes, ils ont même pas besoin de présenter leur carrière, vous les connaissez déjà. On peut parler de leur jeu très rapidement parce que bon voilà, c'est des acteurs, de très grands acteurs, vieillissants pour le coup, mais est-ce que ça impacte leur jeu? Eh ben oui et non, parce que... un journaliste. On dirait un journaliste. Non mais ouais, en fait, ce qui est intéressant dans ce film surtout, c'est que, on en reviendra plus tard, mais il y a du rajeunissement, il y a des acteurs qui jouent eux plus jeunes. Ouais. Et du coup là, il y a quand même une assez grosse performance, notamment dans par exemple quand ils sont plus vieux et qu'ils doivent jouer quelqu'un de très âgé. Il y a par exemple Joe Pesci qui vieillit beaucoup dans ce film. Voilà. Et pour ceux qui ont vu le film, il est un peu comme ça. Et c'est vachement excellent ce qu'il arrive à faire. Franchement, Joe Pesci est incroyable dans ce film. Et même les autres acteurs qui jouent des personnages qu'ils n'ont même pas vraiment l'habitude de jouer. De Niro, qui lui a l'habitude de ce gangster très charismatique. Là, il joue un mec qui a justement il a ce côté, cette façade d'homme de main très puissant. Mais ce côté crédule. Voilà, mais au fond, c'est quelqu'un, comme dit, de très crédule. Et on le voit plus tard à la fin du film c'est un mec, c'est bizarre, c'est une coquille vide, il a pas d'âme. C'est impressionnant ce qu'il arrive à faire. On continue, on va parler maintenant de la réalisation. C'est réalisé par un petit réal pas très connu. Pas très connu, il fait quelques films. On déconne, c'est Martin Scorsese. Bon voilà. Est-ce qu'on a besoin de citer des films de Martin Scorsese, s'il vous plaît, sur cette chaîne, s'il vous plaît. Non, mais justement, Martin Scorsese, donc c'est la première fois qu'il collabore avec Netflix. Il a déjà collaboré avec d'autres chaînes pour des séries télé, mais là, voilà, Netflix, c'est la première fois qu'ils collaborent ensemble, et c'est incroyable déjà de voir un énorme réalisateur. Ça veut dire aussi qu'il s'ouvre à la nouvelle mode de consommation des gens. Voilà, parce que le cinéma se consomme maintenant aussi sur Netflix. Et au niveau de sa réalisation, c'est assez cool parce que... Il est fidèle à lui-même. Voilà, pour ceux qui ont vu les autres films de Scorsese, notamment Casino, parce que c'est là où la mise en scène est le plus inspirée, et il retrouve sa mise en scène d'antan, tu vois. C'est ce qu'il aime faire, c'est là où il est à l'aise, c'est ce qu'il fait de mieux, et tu le vois, parce que tout ce qu'il fait dans la réalisation, ça sert le récit, ça sublime le récit. Le meilleur exemple, c'est quand même les mouvements de caméra. Parce que Scorsese a vraiment ce truc de grue, de caméra qui fait des trucs, soit des pannes, soit des énormes tilts. Ça va, je sais même pas où elle va la caméra, mais il y a une scène, je sais pas si tu t'en souviens, dans le tribunal, la caméra elle est en plan large, et d'un coup elle avance jusqu'à aller jusqu'au visage de l'avocat, et c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Moi j'avais 2 trucs qui m'ont marqué, c'était ça, les mouvements dans les... souvent c'est quand il y a une audience, on a un plan large pour situer le contexte, et d'un coup pouf, on se concentre sur l'accusé, sur la personne qui parle. Les deuxièmes plans, ça il le fait plein de fois dans le film, c'est quand quelqu'un parle, voilà, il finit sa phrase, et après pouf, ça passe sur un autre personnage pour avoir sa réaction directement. Et ça, il le fait mais tellement de fois, c'est super cool. Ça c'est... Mais il adore faire ces petits trucs, un peu comme... c'est des pannes comme le faisait notamment Wes Anderson par exemple. Des trucs comme ça assez rapides. Et justement, il le réutilise dans ce film, et c'est cool parce que là, on parle vraiment des 2 premières heures du film. Parce que après c'est différent, mais les 2 premières heures du film, c'est Casino, quoi. C'est, en termes de mise en scène, c'est son maximum. Il a réutilisé tout ce qu'il savait faire, il l'a mis au maximum de ce qu'il pouvait en faire, et c'est vraiment très 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 impressionnant. Toujours dans la réalisation, moi je vais parler maintenant des transitions qu'il fait. Il y a des transitions, il en a fait une, moi j'ai fait... il a fait une James Wan, enfin c'est... Oui, je l'ai vu. C'est vers la fin du film, c'est dans un hôpital je crois, ou une maison de retraite, et en gros on suit un personnage qui se déplace, voilà, il sort du champ, et après la caméra revient, on a la lumière qui se tamise, il n'y a plus personne dans le couloir, c'est devenu la nuit, et c'est un seul et même plan. C'est fou, c'est excellent, c'est pour vraiment... ça j'ai vraiment bien aimé, parce que c'était pour montrer vraiment que le temps était
très très long dans cet hospice là où De Niro est, et ça prend vraiment beaucoup de temps pour bien dire regardez le temps qu'il y restait dans cet endroit, et ça j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Et ouais, même le fait que ça commence, il fait jour, ça finit, il fait nuit, pour dire un peu que là il est vraiment à la fin de sa vie, tu vois, pour dire voilà, c'est bientôt fini pour lui, la fin de ses jours. C'est beau. On peut saluer le montage parce que voilà, c'est un film qui traite de plusieurs époques en même temps, donc on a des sauts dans le temps, des retours, des flashbacks, des trucs comme ça. C'est très bien géré, et en fait on n'est pas perdu malgré le fait qu'il n'y ait pas d'indication de temps, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de lieu, c'est que ce que les personnages nous disent sur ce qui se passe, et on n'est pas perdu dans tout ce qui se passe, justement on s'y retrouve notamment avec les personnages qu'on nous montre, on dit ok, lui il correspond à cette époque là, lui voilà, c'est ce lieu là, enfin on est toujours très bien, on n'arrive pas trop à être perdu, c'est bien, on n'est pas perdu du tout, et même il le fait ça aussi même avec la couleur notamment, qui a des fois des couleurs en fonction de l'époque, quand c'est par exemple les années 50, c'est des couleurs un peu rose et vert clair, un peu comme Aviator par exemple, ou plus tard c'est des couleurs un peu plus ternes notamment, quand c'est dans les années 80-90. Et même pour les lieux, quand on est à New York, voilà, ça va être tu reconnais les rues de New York, Miami, t'as le côté un peu vacances avec des couleurs plus flashy, des piscines, des plages, des trucs comme ça. C'est vachement bien joué là-dessus. Et pour en revenir justement au montage, ce qui est assez impressionnant, c'est que pour ceux qui ont vu le film, les 2 premières heures, c'est vraiment c'est du Scorsese, c'est ce qu'on avait dit, c'est Casino, c'est du montage très rapide, et vers la fin, la dernière heure du film quasiment, c'est très lent. Voilà, c'est beaucoup de plans séquences, c'est du montage vraiment très très lent, et ça justement c'est justifié, je pense, c'est mon avis, par le fait que voilà, au début du film, si vous avez vu, c'est De Niro qui raconte en fait son histoire, ses souvenirs qu'il a eu quand il était homme de main. Et du coup, la première partie, vu que c'est des souvenirs de Niro, et ben c'est très rapide, c'est très cuté, parce que c'est les meilleurs moments, c'est le moment que tu te souviens. Genre, c'est ce qui impacte le plus. Voilà, genre par exemple quand tu étais à la maternelle, tu te souviens des meilleurs moments, tu te souviens pas du moment où tu marchais dans la rue, tu vois. Ouais, quand tu faisais frapper. Et justement, c'est pour ça que la fin, vu qu'il est déjà tout seul, parce qu'il a plus ses potes, et ben c'est très longué, parce que c'est vraiment le moment présent pour lui. Et du coup, on te fait dire un montage plus lent, voilà, plus posé, des ça. scènes plus longues. Et ça, c'est vachement intéressant. Je trouvais que c'était bien utilisé. Et le rythme, en vrai, il change, mais c'est pas dérangeant, tu vois. Il n'y a pas de cassure vraiment nette, ça se fait progressivement. Mais du coup, voilà, on a De Niro qui raconte son histoire. On a donc ce narrateur avec cette voix off. Et on est d'accord, il parle au spectateur. Il n'y a pas de parle à personne d'autre en face. Il parle au spectateur. Il brise un peu le 4e mur, on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas la première fois que Scorsese fait ça. Déjà, même dans le Wall Street, le Casino, il le faisait beaucoup. Ça passe bien. Ça passe vraiment bien, moi j'adore. Parce que du coup tu te sens déjà plus impliqué dans l'histoire vu qu'on te parle directement. Dernier point pour la réalisation, on va parler de VFX, de maquillage principalement. Comme on l'a dit, les personnages sont parfois rajeunis ou vieillis, ça dépend des cas. C'est ultra convaincant. C'est rien d'autre à dire, c'est juste super bien fait. C'était je pense le truc qui faisait plus peur aux gens, parce que je voyais beaucoup de gens réagir là-dessus en mode j'ai peur que De Niro soit mal fait. Et franchement, c'est très convaincant. Il y a une scène où il est vraiment ultra rajeuni, c'est quand il doit buter des soldats allemands, quand il est vraiment très jeune. Ça dure même pas une minute. Voilà, on voit à peine et c'est convaincant, c'est super. Et après, c'est surtout l'époque où il a genre 40-50 ans et qui commence à devenir homme de main. Là, à mon avis, c'est du VFX. Mais c'est super bien foutu. Après, c'est du maquillage. On sent qu'après, ils se sont dit... Il y a du maquillage. Voilà. Mais t'as quand même une petite dose de retouche en effets spéciaux, je pense, parce que voilà. Bon, après, c'est des trucs qui gèrent bien maintenant à Hollywood, ça se fait de plus en plus, c'est de mieux en mieux, justement. D'ailleurs, c'est Disney qui a fait c'est une compagnie qui bosse avec Disney qui a fait les VFX. Mickey, si tu nous regardes. Il y a un truc que j'ai trouvé complètement fou, c'est le maquillage de Joe Pesci quand il est vieux. Donc déjà, le film commence, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que De Niro, je trouvais ça très intelligent, De Niro, il est plus jeune que Pesci, beaucoup plus jeune que Pesci dans le film. Il a genre 20 ans de moins. Et du coup, quand c'est dans le présent, De Niro, il est normal. Joe Pesci est très vieux. Et quand c'est dans le passé, De Niro est plus jeune et Joe Pesci est normal. Et du coup, je trouvais ça bien parce que ça permet aussi d'éviter de mettre des milliards dans le maquillage, tu vois. Mais du coup, le maquillage de Joe Pesci, il est ultra convaincant. Il fait vraiment vieux crouton qui a envie de crever, mais... c'est super. On continue avec la partie scénario, et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est basé d'une histoire vraie. Oui, c'est basé d'une histoire vraie qui a été retranscrite dans un bouquin qui s'appelle I Heard You Paint Houses, un truc comme ça. Et du coup, tiré d'une histoire vraie, parce que Jimmy Hoffa a vraiment existé, c'était bien un syndicaliste très connu de l'époque Kennedy, pré-Kennedy, post-Kennedy. Et le personnage de De Niro,
Frank Sheeran a aussi existé. Je connais pas la vraie histoire, non, mais ça donne envie de la découvrir justement. Parce que voilà. C'est intéressant ce qui s'est passé. Et ce qui est surtout ultra intéressant, et ça je trouve ça vraiment cool, c'est un truc que je kiffe dans les films, c'est le rapport à la réalité. Les anecdotes qu'il y a par rapport à des trucs que tu connais, qui sont dans les bouquins d'histoire. L'affaire Kennedy, voilà. Ou par exemple, il y a le Watergate à des moments, il y a vraiment des moments historiques, il y a la guerre aussi, il y a des trucs. Et tu vois ça, tu fais ah putain, mais en fait c'est lié. Ça crée un contexte en fait. Comme on a cette partie racontée, presque interview, on a ce narrateur qui raconte sa vie, qui raconte ses souvenirs. Et à chaque fois c'est illustré, il y a la voix off derrière. C'est bien fait parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on est plus impliqué par ce qu'on nous montre, parce qu'on nous le raconte directement à nous. Et comme tu as dit tout à l'heure, on a ce côté souvenir, donc plus c'est loin, moins ça va être précis, il y aura vraiment des moments marquants, juste un événement, une scène courte, un truc comme ça. Ouais. Et plus on avance, et on a ce côté plus précis. Voilà, le personnage se souvient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu, de ce qu'il pensait même parfois. Et ouais, et même là c'est détaillé. C'est un peu du montage aussi, mais il y a des scènes en fait où il doit buter des gens, parce que c'est un homme de main. Et des fois, il y a un moment, il bute un personnage qui connaît, tu vois, un personnage avec qui il a passé du temps. Et c'est assez impressionnant à quel point là, il te ralentit le montage. Et du coup, il te donne plus de détails, des précisions. Je sais pas si tu te souviens, il y a un moment, il parle du poisson qui est sur la banquette arrière. Ouais. Ça, c'est des trucs où tu te souviendrais pas, tu vois, c'est un souvenir, tu t'en souviens pas, mais vu que le moment est ultra marquant pour le personnage, il s'en souvient et il te le raconte. C'était vachement bien utilisé. Le fait qu'ils mettent des petits détails comme ça pour dire ça, c'est un moment très important dans la vie. Comme à son habitude, Scorsese raconte une ascension de personnage. Un personnage qui va gravir les échelons, qui va franchir des obstacles, faire des choses, rencontrer des gens pour grimper justement dans ce milieu qui est donc la pègre et en même temps la politique, enfin, c'est assez lié. C'est bien représenté parce que, comme dit, on a ce personnage qui nous le raconte, en même temps nous on le vit avec lui, on le regarde. Ouais. En fait c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il fait un truc on se dit ah mais comment il va faire pour aller à la prochaine étape, tu te rends compte de ce qu'il a dû faire pour en arriver là. Ouais. En fait on vit tout avec lui. Et on est vraiment impacté par ça. Et ouais, l'ascension du personnage de Frank qui est assez fulgurante dans le film, et en même temps c'est assez impressionnant parce que à chaque fois qu'il monte en fait, à chaque fois qu'il se rapproche, à chaque fois qu'il tue des gens, à chaque fois qu'il fait des descend trucs, un peu plus. Il descend, son personnage devient de plus en plus mauvais, devient vide, il perd une âme à chaque fois qu'il tue quelqu'un, à chaque fois qu'il fait une connerie. Et c'est vachement bien fait aussi dans le rapport avec la famille. Ça, c'est un truc que Scorsese adore faire, que j'adore. Et là, on a surtout ce parallèle avec la fille de Frank Sheeran qui s'appelle Peggy dans le film. Qui s'éloigne petit à petit. Et voilà, et c'est vachement bien parce qu'on la voit un peu anecdotiquement. Je vais essayer de le faire anecdotiquement dans le film, c'était compliqué. Elle apparaît à des moments comme ça, et c'est impressionnant à quel point, vu que la famille est censée être important, le fait que dans ses souvenirs, il la voit à peine, tu vois, qu'il s'en souvient à peine, ça montre aussi que le personnage s'est totalement détaché de sa famille et que sa famille s'est détachée de lui. Enfin, c'est monstrueux ce qu'il a réussi à faire en termes de construction de personnage. On a un truc bien fait encore une fois dans l'écriture du film, c'est qu'on nous présente en début d'histoire un trajet en voiture que De Niro doit faire avec le personnage de Joe Pesci. Un mariage d'un personnage important. Donc ils expliquent, voilà, il y a même des plans sur une carte où il doit passer par telle ville, ils font tel chemin et tout, donc on sait vraiment par où ils vont passer. Et ce trajet en voiture est raconté en parallèle à l'ascension du personnage. Ouais. Donc on a deux intrigues qui sont liées et qui se déroulent un peu en même temps. Au fur et à mesure qu'ils vont avancer en voiture, l'autre personnage va avancer dans sa vie. Et bah, c'est bien fait, jusqu'à on va dire, les trois quarts du film où ces deux trucs se rejoignent. Ouais, ça c'était cool. Ça devient un peu la même histoire. Ça c'était vachement couillu quand même parce qu'ils ont réussi à faire une inception dans ce film où vu que c'est le vieux De Niro dans l'hospice qui raconte l'histoire de lui qui va au mariage, qui raconte l'histoire de lui quand il était plus jeune. Du coup t'as trois échelles d'histoire et comme dit à un moment elles se rejoignent et à un moment elles rejoignent la vraie histoire. Donc mais c'est bien écrit parce que t'es jamais perdu à aucun moment en fait. Ça j'ai jamais vu dans un film un truc pareil où vraiment t'as trois échelles de temps. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est monstrueux. Hein, moi j'arrête pas de penser pendant tout le film, j'étais en mode mais le travail qu'il y a dû y avoir derrière, que ce soit justement là-dedans, et même pour les dialogues, mais les dialogues ils sont dingues. Scorsese, ce qu'il adore faire, c'est de foutre des détails, des trucs genre j'étais avec le pote de Jimmy, qui est le cousin de machin, qui a connu sa mère hier, on allait voir des frites et tout. Et toi tu t'écoutes ça, tu fais est-ce que cette information est utile? Ouais. Mais qu'est-ce que je dois retenir? Elle te rentre dans la tête et tu fais waouh putain. Mais il a parlé d'un steak saignant, est-ce qu'il faut le retenir ou pas? Non. Ils disent que des détails dans ce film. Et c'est ultra bien parce que ça te rapporte beaucoup de richesse dans ce monde et t'y crois de plus en plus. Et ouais, je fais que le parallèle en ce moment, mais Casino quoi. Casino, c'est souvent des dialogues comme ça où on t'explique des trucs qui ont
sont pas vraiment utiles pour toi, pour savoir dans l'histoire, mais qui sont utiles pour que tu rentres vraiment dans le récit. Là, tu parles de Casino, on peut parler références, parce qu'il y en a pas mal dans le film. Pas mal de références. Des petites références et des trucs discrets hein, pour les gens qui aiment le cinéma de Scorsese, de Niro, tout ça. Il parle justement de Casino à un moment donné. Casino, oui. Il lui dit retourne dans ton casino à Vegas. Il y a des petits trucs comme ça, mais je sais même pas si c'est des vrais clins d'œil ou quoi, mais ils disent des petits trucs. Ouais, mais c'est marrant, ça a toujours un lien avec le personnage. Quand le personnage de Al Pacino va dire oui, mais tout le monde s'appelle Tony. Référence à son perso de Tony Montana Tony dans Montana. Scarface. Ça c'était bien. C'est des petits trucs discrets, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça fait sourire quand tu même à un moment, t'entends juste 2-3 notes du début de la musique du parrain. Ouais. Vraiment très 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 légère. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais t'entends vraiment, t'as le ouais, tu fais et tu fais quoi, mec? Et ça passe à autre chose après. Comme on l'a dit avant, le film se découpe en plusieurs parties. Du coup, on l'a dit, voilà, il y a les souvenirs au début de Niro qui nous raconte sa vie d'homme de main. Et la fin est très longue pour nous montrer sa solitude, le fait que ce personnage est tout seul maintenant et qu'il va bientôt clamser. Voilà, no spoil, il est vraiment mort, hein, le personnage dans la vraie vie, il est mort en 2002. Ce qui est vraiment bien foutu. Et là, c'est une des premières fois que je vois ça dans un film de Scorsese. Et on le dit souvent, les réalisateurs mettent beaucoup d'eux dans leurs films, beaucoup de ce qu'ils vivent eux. Là, vu que Scorsese, c'est un vieux monsieur, c'est quelqu'un qui est sur sa fin de vie, on peut le dire. Cette dernière heure de film, c'est un peu le testament de Scorsese dans ce cinéma qu'il aime tant, le cinéma de gangster. Parce que il y a beaucoup de rappels comme ça. Par exemple, il y a un moment où De Niro, il va voir, il y a 2 mecs du FBI qui vont l'interroger. Et les mecs du FBI lui disent ouais, mais t'as plus besoin de protéger personne, Franck, ils sont tous morts, tous les mecs de la mafia sont morts, t'es tout seul. Il te cite en plus tous les gens que t'as vus pendant tout le film, et tu sais, t'as des petits flashs et tout, tu fais ah putain, lui c'était lui. Et il te dit ouais, lui il est mort, t'es tout seul, t'as plus besoin de protéger personne. Et c'est un peu, t'as vraiment beaucoup de peine déjà pour ce personnage de De Niro, et j'ai un peu l'impression aussi que c'est Scorsese qui te dit voilà, c'est un adieu que je fais au cinéma de gangster. Et moi ça m'avait beaucoup touché. C'est très émouvant, ouais. Sur la scène où il dit t'es tout seul, tu dis ah ouais, d'accord. Ouais, et chaud, j'avais beaucoup de peine parce que je me disais putain, De Niro et Scorsese, c'est pas leur dernier film, on dira plus tard, mais c'est une des dernières collaborations qu'ils pourront faire, ou un des derniers grands films qu'ils pourront faire. Et Scorsese le dit totalement dans cette dernière heure de film, et c'est assez touchant, très impressionnant aussi. On parlait des personnages là qui justement ne sont plus là vu que De Niro se retrouve tout seul. Ce qui est bien, c'est que pendant tout le film, dès qu'on nous présente un personnage, il y a des espèces de textes en dessous qui nous dit ok, lui c'est lui, il y a son surnom et il y a écrit comment il est mort, à quel moment. C'est marrant, moi ça me faisait délirer à chaque fois. Tu vois, genre machin, tirer 3 balles dans la tête en 2002 dans sa cuisine, d'accord. En fait, ça te permet de pas te perdre vu qu'il y a beaucoup de persos secondaires, enfin même tertiaires, parce qu'on les voit qu'une fois et après on en parle mais on les revoit plus. Voilà, ça te permet de savoir qui est qui fait quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, et encore là je trouvais que ça allait, on se perdait pas trop. Des fois il y a des films, il y a beaucoup de personnages et on se perd un peu. Là je trouvais que ça allait, c'était bien géré. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur The Irishman, qui voilà est un très bon film, très bon film, un grand film de Scorsese. Honnêtement, je pense même que c'est un de ses meilleurs, voire le meilleur qu'il ait fait depuis Casino, largement. Le Loup de Wall Street, j'ai bien kiffé, mais franchement celui-là est très très bon. Il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait faire dans ce film, et c'est excellent. Après voilà, il y a le côté film très long, il dure 3h30. Il est sur Netflix, au cas où vous ne le saviez pas, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est un film c'est un film de cinéma déjà, c'est un film qui mériterait largement une place il y a eu beaucoup de séances limitées dans les cinémas, et ça c'est bien je trouve, parce qu'il n'y a pas souvent ça pour les films. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est ne le regardez pas vite fait sur votre ordi quand vous avez le temps, prenez-vous vraiment le temps de vous poser, mettez-le sur une télé, dans des bonnes conditions, parce que c'est un film qui s'apprécie dans de bonnes conditions. Si vous êtes dérangé par vos parents qui vous parlent, le téléphone qui sonne, vous n'allez pas l'apprécier, ça va vous saouler en fait. En plus, c'est un truc assez intéressant avec Netflix, c'est que Netflix, tu le regardes sur des supports comme la télé ou ton ordinateur, et c'est une lumière directe qui sort de ton ordinateur, alors que le cinéma, c'est une lumière indirecte, qu'elle est projetée sur un truc. Du coup, tu as tendance à avoir au bout d'un certain temps, tu as les yeux qui fatiguent parce que tes yeux sont agressés justement par cette lumière bleue. Et du coup, voilà, faites des pauses. Vous dites, ouais, j'ai entendu beaucoup de gens dire, ouais, 3h30 c'est très très long, j'ai pas regardé ça. Les mecs, vous regardez des fois des séries dans une journée qui dure 8 épisodes, c'est 8 heures de série. C'est bon, quoi, vous pouvez 3h30, c'est bon. Du coup, voilà, faites des pauses. On vous donne un petit conseil de survie à The Irishman. Mais faites des pauses. Franchement, surtout, c'est tellement bien écrit que ça se. Oui, aussi. Tu vois pas le temps passer, quoi. Sauf si vraiment tu regardes ton curseur toutes les 5 minutes. Voilà. Ok, maintenant on va parler vite fait actualité des acteurs.
c'est-à-dire personnages, des acteurs et du réalisateur. Des acteurs du réal. Scorsese, est-ce qu'il a encore quelques films en projet? Bah, on en a noté 3 parce qu'il a aussi un format de talk show qu'il veut faire, un truc comme ça. Mais il y a 3 films qu'il veut vraiment faire, dont un avec De Niro. Le premier film, c'est avec Leonardo DiCaprio, c'est Roosevelt. Pas besoin de dire sur quoi ça parle de Roosevelt. Le deuxième film, c'est The Devil in the White City, c'est aussi avec Leonardo DiCaprio. Décidément. Voilà, je crois que c'est aussi adapté d'un bouquin. Il fait beaucoup d'adaptations de bouquins, Scorsese, et c'est cool. Et le dernier, c'est Killers of the Flower Moon. Laisse-moi deviner, il y a DiCaprio. Il y a DiCaprio qui joue dedans. Mais vous m'avez bien entendu avant, j'ai dit quoi? De Niro dans un film? Eh oui, De Niro, DiCaprio, c'est la première fois qu'on voit ça. Il y a eu ici dans le The Audition, qui est un court-métrage où il avait fait venir Brad Pitt, DiCaprio et De Niro. Oh. Mais c'est un petit court-métrage, ça compte pas. Ça compte pas. Mais là, du coup, première fois, enfin un long métrage. Mec, c'est fou. Ça va être bien, ça va être bien. Vous imaginez, déjà, on a eu la chance d'avoir Brad Pitt et DiCaprio dans Once Upon a Time. Là, on aura DiCaprio et De Niro dans le même film. Voilà, c'est tout pour la critique de The Irishman. Dites-nous si vous avez pu voir le film, ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou dans le sondage qui est juste ici. Voilà, ça prend 2 secondes littéralement. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Nous on revient dimanche pour la critique d'À couteau tiré, le film de Ryan Johnson. Ça va être aussi très cool. Nous on vous retrouve bientôt avec Thomas pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.